Gouvernements successifs depuis la République populaire du Bénin jusqu'à la République du Bénin d'aujourd'hui. Hélas, ce refrain n'arrive pas encore à séduire la bonne gouvernance qui peine à s'enraciner. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption se colle un adjectif qualificatif. Il s'agit de implacable. En effet, on parle de plus en plus de lutte implacable contre la corruption à l'ère de la rupture dans son avion du nouveau départ. Jean-Baptiste Elias, il est un acteur de la société civile et se retrouve dans le cercle de la lutte contre la corruption depuis peu. Le combat ressemble à un travail de Sisyphe. Des questions se posent autour de l'atténuation du phénomène. Dans notre studio, nous recevons Jean-Baptiste Elias. Il est le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption à l'ère du nouveau départ, mythe ou réalité? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec notre invité dans cette émission dont la mise en onde est assurée par Serge Yvon Kera. Réalisation et animation, Lucien Dossou. Nous bénéficions du soutien de notre guide intellectuel, Jérôme Carlos, qui est dans son coin pour nous accompagner jusqu'au bout. Chabel Zinsou, c'est le webmaster qui assure le nettoyage de cette émission sur notre page Facebook Radio KPFM 99.6. Questions actuelles, c'est sur www.kpfm.com. Mesdames, Messieurs, de nouveau, bonsoir. Monsieur Jean-Baptiste Elias, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans notre studio. Alors, je disais tantôt que vous êtes dans cette lutte depuis peu. C'est bien sûr une erreur que je dirais. Ben, vous êtes dans cette lutte, ça fait un peu longtemps, hein, n'est-ce pas? La lutte contre la corruption. Je commence d'abord par saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent en ce moment. Et pourquoi pas tous ceux qui nous regardent sur Facebook au moment où nous parlons. Pour leur dire bonne soirée pour certains, bonne matinée pour d'autres qui sont dans la matinée déjà dans d'autres pays et sur d'autres continents. Oui, c'est réel, je suis le président du FONAC et le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Je suis dans le domaine de la gouvernance et la lutte contre la corruption depuis 20 ans. Donc, ce n'est pas petit. Je voudrais d'abord rassurer les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en ce moment que la lutte contre la corruption s'inscrit dans la durée. Si quelqu'un vient parler de la lutte contre la corruption et qu'il estime avoir le résultat en 2 mois, en 1 an, il se trompe. Parce que la lutte contre la corruption requiert un changement de comportement. C'est un processus. Et le changement de comportement s'inscrit dans la durée. Donc c'est un processus. Et de ce point de vue, personne ne doit être lassé, ni offusqué, ni déçu de ne pas avoir les résultats en peu de temps comme on l'aurait souhaité. Voilà. Jean-Baptiste Elias, sur questions actuelles, c'est une chance pour nous. Nous vous avons arraché à votre silence qui perdure. Mais non, il n'y a pas de silence. Je ne veux pas faire de publicité aux stations de radio. Ça dépend de ce que vous appelez silence. On ne vous entend plus comme avant. Si vous êtes... Non, au contraire, on m'entend plus maintenant qu'avant. Le problème, c'est que il y a beaucoup de stations de radio, beaucoup de stations de télévision, alors qu'avant, il y avait quelques-unes. Si bien que quand je passais sur KPFM, tout le monde est au courant. Si je passe sur Golf Télévision, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, nous avons plusieurs radios, plusieurs télévisions. Tenez, tout récemment, je suis passé encore sur la radio nationale ORTB le dimanche il y a 5 jours, le 4 mars seulement, pour 60 minutes. Beaucoup de gens ne le savent pas. Avant ça, le 24 février 2018, je suis passé sur Golf FM, Golf Télévision, les 2 à la fois, pendant 90 minutes. Je suis passé en janvier 2018 sur la télévision Carrefour. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pendant 60 minutes. Je suis passé en novembre 2017 sur l'ORTB, les dossiers du dimanche, ORTB Télévision, pendant 60 minutes. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je suis passé sur 90 minutes pour convaincre Radio ORTB en janvier 2018 seulement. Alors la liste est... Si je dois citer tout ça, je suis passé sur OCRFM,
Je suis passé sur Fraternité FM Parakou. Je suis passé sur la radio ORTB Parakou, toujours en février 2018, là seulement. Alors, pour dire que autrement vous n'êtes dit, pas silencieux. Si vous souhaitez que je sois dans les studios comme vous, journalistes tous les jours, eh ben, c'est peut-être ce qui va manquer. Voilà. Sinon, je passe effectivement sur toutes les chaînes de radio, de télévision. Le fait est que, au moment où je passe, tout le monde n'a pas la chance d'être à l'écoute en ce moment-là, même quand il y a des rediffusions. Tout le monde n'a pas la chance d'écouter la rediffusion non plus. Ce qui intéresse et qui est bien à Cap FM, vous êtes suivi un peu partout et c'est sûr que beaucoup vont vous entendre. Nous sommes une radio quand même bien suivie, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Alors dites-nous, en quoi la corruption est un frein pour le développement d'une nation? La corruption est immanquablement un frein pour le développement d'une nation. Tenez, pour parler simple, afin que tous les auditeurs puissent nous comprendre. Je dois avoir 100 francs dans ma poche pour me permettre de travailler. Puis, la corruption fait que je n'ai que 30 francs dans ma poche. Les 70 francs qui restent sont partis dans des poches privées. Autrement dit, je ne pourrais réaliser que quelque chose pour 30 francs alors que j'ai droit à 100 francs. C'est ça le frein que la corruption crée pour une nation. Je remets maintenant ça sur le plan national. Le budget national d'un pays, n'importe lequel, est peut-être de 1000. Mais la corruption passant par là, il n'y a que 300 qui rentrent dans les caisses de l'État. Il y a 700 qui sont partis dans des poches privées pour cas de corruption. Les dirigeants de ce pays ne pourront travailler qu'avec 300, alors qu'ils attendaient 1000. Et de ce point de vue, c'est des écoles en moins, des hôpitaux en moins, le recrutement du personnel santé en moins, les enseignants en moins, les maternités en moins, les routes en moins, toutes choses qui contribuent au développement d'une nation. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, de ce point de vue, une fois que la corruption est dans le système, ça freine le développement du pays. Toutes les nations du monde entier sont tellement conscientes de ce frein que constitue la corruption dans les nations que, aujourd'hui, nous avons la Convention des Nations Unies contre la corruption qui est signée le 9 décembre 2003 à Mérida au Mexique. 183 États du monde sont partis à cette convention. 183 États du monde. Ça veut dire que la corruption intéresse le monde entier. Toutes les grandes puissances sont membres de cette convention. Le Bénin a signé, ratifié, déposé, n'est-ce pas, l'instrument de ratification de cette convention-là. Donc, c'est un problème important qui freine le développement de toutes les nations, qu'elles soient riches ou pauvres. Alors, la corruption reste un frein pour le développement, comme vous le dites si bien, M. Jean-Baptiste Elias, mais il faut combattre ce fléau. Donc, et qu'est-ce qui explique que le fléau reste têtu, malgré la volonté des gouvernements successifs au Bénin à l'atténuer? Nous avons parlé de la cellule de la moralisation de la vie publique. Vous êtes resté avec le FONAC, vous êtes toujours au FONAC. Il y a la NLC, j'y arrive, mais le mal est toujours là. Comment on peut expliquer cela? Raison de plus, parce que nous qui travaillons dans la gouvernance et la lutte contre la corruption, nous avons cherché à savoir pourquoi, depuis que nous avons commencé par travailler dans ce domaine, pour freiner la corruption ou l'éradiquer, qu'est-ce qui explique que le mal perdure, comme vous avez dit? Et les études et les recherches ont montré que c'est l'impunité. C'est l'impunité. On ne frappe pas. Voilà. C'est l'impunité qui fait le lit de la corruption au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que les dirigeants n'ont pas pris la mesure de la lutte contre la corruption dans notre pays. Un coup, on se lève pour toucher quelqu'un, on dit « Ah, attention, celui-là qu'on veut toucher maintenant, il est mon beau-frère, donc il ne faut pas le toucher. Ah, celui-là qu'on veut toucher maintenant,
il est dans son coin une personnalité qui va nous apporter des voix. Il ne faut pas le toucher. Ah, celui-là qu'on veut toucher maintenant, il fait partie d'un cercle dans lequel je me trouve et on ne peut pas faire en sorte qu'on puisse le toucher. Résultat, ben, on ne punit personne. Le mal perdure parce qu'on se dit, mais au fait, si lui il a fait et que personne ne lui a rien dit, c'est que je peux faire, personne ne me dira rien non plus. Et c'est ça qui a fait que la corruption continue malheureusement. Alors que nous avons au moins 2 dispositions qui permettent de lutter efficacement contre la corruption. Lesquelles? La première, c'est les sanctions administratives, à savoir mettre en place les conseils de discipline pour que les sanctions administratives prévues par le statut général des agents permanents de l'État et les statuts particuliers des agents de l'État soient appliquées pour que les sanctions de premier degré, de deuxième degré puissent être appliquées aux agents indélicats. Mais on ne fait pas justement ces conseils de discipline parce que on trouve des raisons pour ne pas le faire, parce qu'on estime qu'en le faisant, il y a beaucoup de considérations qui font que ces conseils de discipline-là ne se tiennent pas. Premier élément. Le deuxième élément maintenant, c'est la justice. La justice que nous respectons beaucoup a sa procédure, va à son rythme. Une affaire peut être pendante devant la justice et durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Puis, ce que nous combattons rentre parfois dans le système et au finish, le juge de bonne foi qui veut rendre la justice se retrouve avec un dossier vide parce qu'entre-temps, la corruption est passée par là. Les secrétaires, les greffiers, les autres agents qui sont dans la justice ont commencé déjà par soutirer des pièces dans le dossier, si bien qu'en fin de compte, le dossier devient vide et on dit affaire non lieu, ou bien affaire classée, ou bien relaxée au bénéfice du doute. Toutes choses qui découragent justement les gens de bonne volonté. Et voilà l'impunité qui continuera de régner parce que l'intéressé n'a pas été sanctionné. Et une fois que quelqu'un n'est pas sanctionné, les autres se disent, mais ok, lui n'est pas sanctionné, pourquoi pas moi si je veux le faire? Mais ce que vous dites ne touche que l'administration publique. La corruption n'est pas que là, c'est même dans les marchés, c'est un peu partout, c'est dans nos rues, la corruption. Absolument. Mais commençons d'abord par nettoyer, là où nous pouvons nettoyer. Parce que je disais tout à l'heure à l'entame que la lutte contre la corruption, le résultat d'une bonne lutte contre la corruption s'inscrit dans la durée et que c'est une affaire de changement de comportement. Tant que le citoyen n'aura pas compris qu'il faut changer positivement de comportement, nous aurons du mal à venir à bout de la corruption. Tenez, un citoyen du secteur privé ou même de la société civile, quelqu'un de la maison tout court, qui se lève, qui va dans une mairie, il veut aller demander une carte d'identité ou bien une pièce à légaliser. Il va là-bas, dans sa tête, dans sa conception normale, il va là-bas, on lui a déjà dit, mais si tu veux avoir rapidement ta pièce, il faut déposer une pierre dessus. Et spontanément, il y va, on lui dit, vous devez payer tant pour le montant normal, on lui donne ce reçu-là. Lui-même, il ajoute 2000 ou il ajoute 5000 pour dire, ça là, c'est pour votre bonbon. Ça là, c'est pour votre bouillie. Pour que le papier sorte vite. Pour que le papier sorte vite. Alors, quand l'intéressé lui-même s'adonne à cette pratique, la corruption continuera. Et ça permet à l'agent justement qui est là pour servir le peuple de faire traîner exprès le dossier pour qu'en retour, le citoyen vienne encore lui donner l'argent de corruption. Or, dans le travail que nous faisons, avec la sensibilisation du public que nous faisons, les citoyens doivent comprendre que c'est leur droit d'avoir le service que les agents doivent leur rendre, puisqu'ils sont payés pour ça déjà. Ils n'ont plus rien d'autre à donner. S'ils ne comprennent pas ça, et que c'est eux-mêmes qui participent à l'extension de la corruption, vous comprenez que c'est difficile. Et de ce point de vue, les actions que nous menons pour informer davantage le peuple
la population, afin qu'elle puisse prendre conscience que c'est son droit pour elle d'avoir les services que l'État a déjà payés au niveau de cet argent-là, et que cette population n'a plus rien à donner. Tant que la population ne comprendra pas ça, nous aurons des difficultés encore à lutter efficacement contre la corruption. Mais on continue de lutter contre la corruption à l'aide du nouveau départ, avec la robe rupture. Vous en savez quelque chose d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Quelle appréciation faites-vous de ce qui se fait aujourd'hui à l'aide du nouveau départ? Disons que tous les gouvernements depuis notre indépendance du 1er août ont tenté de faire quelque chose pour lutter contre la corruption. Hélas, je viens de dire tout à l'heure, ce qui fait qu'on n'a pas eu des résultats, c'est le règne de l'impunité. L'étude a été très claire, les recherches ont démontré que c'est le règne de l'impunité qui fait le lit de la corruption au Bénin. Avec le nouveau régime, nous avons le sentiment que la détermination du président de la République de dire que la lutte contre la corruption est non négociable. La lutte contre la corruption doit se faire. Elle est implacable. Elle est implacable, comme l'a dit le chef de l'État, devant la nation béninoise et devant la représentation nationale. Nous avons le sentiment aujourd'hui qu'au niveau de la justice, ça a commencé. Il est à souhaiter que ça aille plus loin. Il est à souhaiter que ça s'adresse à tout le monde pour que nous puissions nous rendre compte que réellement la lutte contre la corruption a commencé et que si nous nous retrouvons face à des agents indélicats, ils doivent pouvoir rendre compte de tout ce qu'ils ont fait à un moment donné. Je vais répondre en même temps à la question insidieuse que vous pouvez peut-être poser, à savoir ce que tout le monde raconte. Est-ce que ce n'est pas une lutte sélective? Ah, vous dites que tout le monde raconte. Oui, tout le monde en parle. De toute façon, il n'y a rien à cacher là. On parle de lutte sélective. Tout à fait. On choisit nous qui travaillons les adversaires politiques. Nous qui travaillons dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous disons ceci. 1. La corruption continue parce que l'impunité est au rendez-vous. 2. Si on doit commencer par lutter efficacement contre l'impunité, commençons par un bout. Que ce soit le bout que l'on qualifie de sélectif ou pas, commençons par là. Puis, on va l'étendre à d'autres qu'on n'a pas peut-être pris aujourd'hui et pour lesquels on dit c'est sélectif. Alors, est-ce que sur la base de lutte sélective, il vaut mieux croiser les bras et ne rien faire? Nous, qui travaillons dans la lutte contre la corruption, nous voulons qu'on commence par un bout. Qu'elle soit sélective ou pas, appréciée par les uns par les autres, nous disons que ce n'est pas sélectif. Tenez, ce que vous ne savez pas encore, que je vais vous dire, beaucoup de Béninois et de Béninoises ne savent pas encore ce que je vais dire tout à l'heure. Le jeudi 8 mars 2018, jeudi 8 mars 2018, savez-vous que les présumés fautifs de l'organisation des concours frauduleux de 2015, dont nous avons longuement parlé, je suis venu en parler dans ce studio avec vous. Oui. Savez-vous qu'ils sont déjà devant la justice depuis le 8 mars 2018? Est-ce que c'est une affaire politique, ça? Il y en a qui sont en prison depuis le 8 mars 2018. Beaucoup de gens ne le savent pas. Pour l'affaire de faux concours. Pour l'affaire du concours frauduleux de 2015. Alors, les gens sont déjà jetés en prison. Les gens sont en prison. Le 8 mars 2018. Ça veut dire quoi? Moins de 24 heures aujourd'hui. Mais il ne s'agit même pas de responsables politiques du tout. Alors, nous avons confiance dans la justice de notre pays. Que l'on commence par des gens que l'on soupçonne d'adversaires politiques, nous avons espoir que ça va atteindre les autres dont on parle. Et je répète en même temps au niveau de ce micro, s'il y a d'autres personnalités ou personnes du Bénin, ou d'ailleurs, qui ont des preuves matérielles de ce que l'on raconte que X est compromis dans tel dossier,
qu'on nous apporte ces dossiers-là, nous, au FONAC, nous, à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, nous allons nous faire le devoir de le porter à la justice et la justice va l'enrôler. Même si la personne est sous le parapluie du pouvoir. pouvoir. Si la personne est supposée être sous le parapluie. Encore que, je voudrais répéter, que nous autres, au FONAC, nous autres, à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, on travaille sur la base des dossiers. On ne travaille pas sur la base du raconteur. On entend dire, il y a tel dossier. On entend dire, il y a tel dossier. Elias ne dit rien. Non, c'est pas comme ça. Nous voulons des preuves. Je vous donne un exemple. Beaucoup de gens ont écrit sur les réseaux sociaux. Elias ne dit rien. On a vu le président Talon signer un contrat gré à gré. Gré à gré. Ben, j'ai dit, mais voyez-vous combien de fois les gens peuvent mentir? Dans quel pays sommes-nous? Ce n'est pas possible. Le président de la République d'un État ne signe pas les contrats gré à gré. Où se trouve le ministre des Finances? Pour que ce soit le président de la République qui signe un contrat gré à gré. J'ai demandé le contrat gré à gré à ce jour. Ça fait 6 mois au moins, 7 mois. Je n'ai jamais eu copie de ce contrat gré à gré. Mais tout le monde en parle. On range ça dans le cercueil de l'intoxication. Et je dis, plutôt que d'intoxiquer, donnez-nous les éléments concrets. Et je dis, même on peut nous les donner de façon anonyme. Quelqu'un qui est sûr de lui photocopie les documents. Il peut les déposer quelque part, dire les dossiers sont déposés à tel endroit. Je ne veux même pas que vous me voyez. Nous prenons ça de façon anonyme. Puis nous travaillons. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité pour l'autorité nationale de lutte contre la corruption et le FONAC de s'auto-saisir par rapport à certains dossiers? Nous nous auto-saisissons de beaucoup de dossiers. Mais le scandale PPA2, des gens en parlent encore. Non, le scandale de PPA2, non, attendez. Oui. Pour le scandale de PPA2, le FONAC a tous les éléments. Je rassure tous ceux qui nous écoutent en ce moment que en disant affaire non-lieu pour le dossier PPEA2, je rassure tous ceux qui nous écoutent en ce moment que le dossier là n'est pas clos. Ah mais un non-lieu veut dire non, que pas du tout, le dossier n'est pas clos. Il faut bien lire la décision de justice. La décision de justice concerne les personnes qui sont devant elle au moment où elle prend la décision. Autrement dit, il y avait les directeurs, les chefs de service et autres personnalités ou autres personnes qui étaient présentées au juge dans ce dossier de PPEA2. Le débat a permis de se rendre compte que ces personnes-là ne sont pas les vrais commanditaires, ne sont pas les vrais responsables du dossier. Et on dit, mais alors, ces personnes foutent quoi ici? Puisqu'elles ne sont pas les vrais responsables. N'oubliez pas que, dans la foulée, on avait demandé la levée de l'immunité parlementaire d'un décidé qui est supposé être un des responsables de ce dossier. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Mais nous... Une complicité des députés. Non, nous qui travaillons dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous qui travaillons dans le domaine de la gouvernance, sommes confiants. Pourquoi? Parce que la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin dispose que pour les délits, c'est-à-dire les promesses ou même les cas de corruption, de détournement de deniers publics et autres, dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions de francs CFA, la prescription est de 20 ans. Et pour les cas... C'est-à-dire, il faut voir 20 ans passer avant de penser que l'affaire est éteinte. Très bien. Pour ce montant-là. Et pour les montants de 10 millions, 1 franc et plus, ça devient crime économique et c'est imprescriptible. Pas de délai pour ça. Ça veut dire que jusqu'à la veille de la mort de l'intéressé, on peut encore aller le prendre. Même dans sa tombe. Non. Il peut être poursuivi. Le Bénin ne poursuit pas les morts. Une fois qu'il est mort, l'action est éteinte en même temps. Donc jusqu'à la veille de sa mort, on peut aller le chercher. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui bénéficie de privilèges de juridiction, ce que nous appelons immunité, nous espérons qu'il ne sera pas toujours dans ce système de privilèges de juridiction toute sa vie. Et qu'à un moment donné, il cessera d'être député. Le jour où il cesse d'être député, on ira le prendre ce jour-là et le dossier sera ouvert à nouveau. Donc, je dis, pour le dossier PPEA 2, ce n'est pas fini. Je confirme que ce n'est pas fini. Dès que le principal auteur présumé aura cessé le privilège de juridiction, à savoir l'immunité qu'il couvre aujourd'hui, on peut aller le chercher pour qu'il vienne répondre. Mais pourquoi l'immunité ne peut pas être levée? On demande la levée d'immunité de certains députés aujourd'hui. Nous sommes dans un pays de séparation de pouvoir où nous-mêmes, nous avons tous voté la Constitution. Cette Constitution a donné le privilège de juridiction aux députés, à savoir l'immunité. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose au contraire. Nous avons tous voté la Constitution pour dire c'est comme ça. Maintenant, pour lever cette immunité-là, l'article 71 et autres du règlement intérieur de l'Assemblée nationale prescrit que c'est les députés qui vont lever l'immunité. Les députés n'ont pas d'explication à donner. Ils décident de lever ou de ne pas lever selon leur intime conviction que nous devons respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement propre au Bénin. Hein. Vous savez, j'ai été le président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption. J'ai maîtrisé 54 États. La même chose s'est passée dans beaucoup d'autres États, je ne vais pas citer les noms ici, où des parlementaires, plus précisément des sénateurs, étaient compromis dans des dossiers pour lesquels on a demandé l'immunité, de lever leur immunité. Ils n'ont pas pu être levés. Et d'autres personnes qui étaient impliquées dans le dossier aussi étaient en prison. Et en fait des comptes, quand on n'a pas levé l'immunité parlementaire de ce sénateur-là, on m'a téléphoné pour dire, président, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais nous sommes là pour respecter la loi. Si les députés n'ont pas accepté de lever l'immunité, ben autant laisser celui qui a regardé là pour... Et puis ça s'est passé. Est-ce qu'on peut craindre une telle solidarité négative avec le dossier, en tout cas des dossiers qui sont en cours aujourd'hui? La levée d'immunité est demandée par le nouveau pouvoir. Nous sommes légalistes et nous sommes là pour respecter la Constitution. La Constitution dit que ce sont les députés qui vont lever ou pas l'immunité. Si les députés, dans leur intime conviction, estiment qu'il ne faut pas lever, nous n'y pourrons rien. On sera obligé de croiser les bras et de suivre. Mais on souhaiterait qu'ils lèvent quand même. Mais, si moi j'ai un conseil à donner à ceux qui sont présumés, n'est-ce pas? Je dirais même ils sont présumés innocents. Il y a des députés, des anciens députés. Oui, des anciens ministres. Il y a des anciens ministres. Absolument. Pour moi, si j'ai un conseil à leur donner, plutôt que de laisser perdurer le dossier pour qu'on dise qu'il y a toujours des soupçons, si réellement ils ne se reprochent rien, que même viennent se présenter à la justice pour dire me voici. Mais ils préfèrent se défendre sur les réseaux sociaux. Et alors, c'est pas les réseaux sociaux. La justice n'est pas sur les réseaux sociaux. La justice est dans le prétoire, au niveau du tribunal. C'est là-bas où il faut aller se défendre pour expliquer. Toute explication qui se trouve être en dehors de ce système-là ne tient pas. Alors, revenons à ce dossier, bien sûr, brûlant, qui touche la corruption. Machine agricole, on en parle. Eh bien, Assemblée nationale, vous serez surpris. Le Zangbeto qui est à l'entrée de Porto Novo. Quand je vais vous dire que machine agricole dont on parle souvent là, le FONAC, ni l'autorité nationale de lutte contre la corruption n'ont aucun dossier sur machine agricole. Aucun dossier? Aucun. L'honorable député qui a soulevé la question sur machine agricole, à ce jour, n'avons pas réussi à avoir le dossier machine agricole. Mais nous avons suivi un des présumés auteurs de cette action de machine agricole qui est passé sur une chaîne de télévision il y a 1 mois et demi seulement pour dire, quand tout le monde le soupçonne alors que lui ne se reproche rien, que tout s'est passé dans de bonnes conditions. Alors qui croit, qui ne pas croire? Je propose, si c'est nécessaire, que ceux qui ont des dossiers concernant machine agricole puissent se rapprocher de nous ou invite le FONAC ou l'autorité nationale de lutte pour dire moi j'ai le dossier, voici le dossier. Nous allons l'étudier, nous allons l'instruire et au besoin nous allons l'envoyer à la justice et nous allons suivre à la justice pour que la justice puisse connaître ce dossier là. Mais aujourd'hui, je vous dis, au FONAC,
Aucun dossier n'existe. Aucun. Nous, on n'a aucun dossier sur cette sur... affaire. Le FONAC n'a aucun dossier sur des machines agricoles. La corruption n'a aucun dossier sur des machines agricoles. La même chose aussi qu'on dit Mali Agreta. On parle de Mali Agreta, tout le monde écrit. Mali Agreta. Dossier agricole. On n'a rien sur Mali Agreta non plus. À l'heure où nous parlons. Je souhaite que tous ceux qui ont des dossiers réels, parce que je ne veux pas d'incantation. Je répète à nouveau, nous sommes très sérieux pour parler d'incantation. On répète seulement Maria Greta, on répète seulement ceci, cela. PPAD, oui, je confirme que nous avons des dossiers sur ça. Le dossier est clair. Et je sais qu'un jour à l'autre, ça va sortir et qu'on ira au fond de ce dossier-là. Mais, pour le reste, on n'a rien. Même après le non-lieu. Oui, même après le non-lieu, je vous dis, le non-lieu ne concerne pas tout le monde. Le non-lieu concerne ceux qui étaient devant la justice au moment où le juge a prononcé le non-lieu. Les autres qui ne sont pas convenus, qui ne sont pas comparus devant la justice sont toujours poursuivables au moment opportun, où il n'y aura plus d'immunité, où il n'y aura plus de privilèges de juridiction. On peut aller les prendre pour dire venez répondre de vos actes et ils vont répondre de leur acte. Une question se pose aujourd'hui dans l'opinion publique. Suffit-il de jeter les gens en prison pour dire qu'on mène une lutte contre la corruption? Non, non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, première chose, aller en prison est, selon le code pénal, l'exception. C'est la liberté qui est la règle. Donc, le fait de mettre les gens en prison ne suffit pas pour dire que c'est fini, la lutte contre la corruption. Non, pas du tout. On peut bel et bien lutter efficacement contre la corruption en amenant les gens en justice sans forcément les jeter en prison en attendant que la sentence ne soit prononcée. On peut bel et bien poursuivre les gens sur convocation de justice sans forcément les poursuivre avec mandat de dépôt. Lorsqu'on sait que, bon, si des gens sont soupçonnés, ils ont la possibilité de fuir rapidement non, et d'aller dans le maquis. S'il y a des gens dans le maquis. S'il y a des personnes qui ont une représentation normale, qui ne peuvent pas fuir parce que tout ce qu'ils ont ici sur place ne permet pas de fuir pour quelque chose dont on les soupçonne, bon, on peut bel et bien les laisser en liberté pour le faire. Mais là également, c'est l'intime conviction du juge. Mais suivez mon regard, il y a des exemples dans le pays. C'est l'intime conviction du juge et du procureur qui se trouve être ici appliquée. Nous n'y pourrons rien. C'est ce que nous avons nous-mêmes décidé. C'est la justice qui tranche, c'est la justice qui évalue, c'est la justice qui apprécie si oui ou non on peut poursuivre avec ou sans mandat de dépôt. Mais dans tous les cas, une fois que la décision de justice est prise, si elle dit que vous êtes coupable et que conformément à la loi, vous devez faire tel nombre d'années, tel nombre de mois de prison avec ou sans sursis, eh bien vous allez purger la peine. Mais l'idéal ne serait-il pas de prendre ce qui a été pris, ce qui a été volé? Dans tous les cas, pour servir. Dans tous les cas, ce qui a été pris doit être remboursé. Ah oui, indépendamment de la prison dont vous parlez, mais tous ceux qui seront reconnus coupables, nous souhaitons en tout cas, nous qui travaillons dans la lutte contre la corruption et dans la gouvernance, nous souhaitons que la première chose à faire, quand on prend quelqu'un dans le domaine de corruption ou qu'il a détourné des biens publics, la première chose c'est d'abord de rembourser tout ce qu'il a pris. C'est la première chose d'abord. Maintenant, si après le remboursement, la justice estime qu'il faut le mettre encore en prison, ça c'est une autre histoire. Mais pour nous, la première chose d'abord c'est de rembourser l'argent. Ben, on a vu un dossier qui pourrait faire des émules, sans doute, le dossier Ségub, où on a demandé aux gens de payer. Oui. Sinon, ils vont en prison. Ça a été vite fait, on a récupéré les sous. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça pour tous les autres une fois encore, je dis que récupérer rapidement les sous. Une fois encore, je dis que c'est la justice qui va démêler les chevaux. C'est la justice qui dira, oui, j'estime que rembourser et on avance. Non, j'estime que ce que vous avez fait est suffisamment grave. Non seulement vous allez rembourser, mais si vous irez encore en prison, puisque les deux sont prévus par le code pénal. Donc, les juges auront l'appréciation au cas par cas de dire, bon, ok, vous remboursez, c'est fini. Ne commencez plus, ne recommencez plus. Non, vous remboursez, mais vous devez faire encore la prison dessus. C'est leur droit de le faire. Nous ne pouvons pas rester ici dans le studio pour dire, on fait ci ou on fait ça. C'est les juges, avec leur intime conviction, et ce que le code prévoit,
C'est ça qui sera appliqué. Il y a un dossier qui défraie la chronique dans le pays et nous sommes tentés de chercher à savoir si c'est un fait de corruption. C'est l'affaire faux médicaments. Qu'en dites-vous? Eh bien, le FONAC s'est longuement associé à ce dossier. Ça fait partie des cas de corruption. Ah bon? Ah ben oui, beaucoup de gens ne savent pas ça. D'abord, le Bénin a signé, comme beaucoup d'autres pays, la Convention des Nations Unies, que nous avons appelée la Convention de Palerme. Cette convention est votée en novembre 2000. Et c'est cette convention-là qui dit, 1. On doit lutter contre le trafic d'armes. 2. On doit lutter contre le trafic de drogue. 3. On doit lutter contre le trafic des faux médicaments. 4. On doit lutter contre le trafic, n'est-ce pas, de produits contrefaits. 5. On doit lutter contre la criminalité phonique. Gros, la convention s'appelle la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, CTO. Et là-dedans, il y a bel et bien le trafic de faux médicaments. Et c'est la première convention des Nations Unies qui est pour la lutte contre la corruption. C'est après cela qu'en 2003, on a pris une convention spécifique rien que pour la corruption. Donc, le problème des faux médicaments fait partie effectivement de cet arsenal-là de lutte contre la corruption. Et je vous dis tout de suite, le FONAC est dans ce dossier complètement. Le dossier trafic de faux médicaments, le FONAC est dessus depuis 2014. Donc ça fait... Ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça fait 4 ans que le FONAC est sur ce dossier-là. Et ça fait 4 ans que nous suivons. Mieux, le FONAC est présent dans 20 communes sur les 77 où nous suivons, je répète bien, les circuits des médicaments sur les marchés dans les 20 communes. Nous suivons l'entrée par les frontières terrestres des médicaments au Bénin. Nous suivons comment on distribue les médicaments dans ces communes-là. Et donc, de ce point de vue, nous travaillons avec le ministère de la Santé et le FONAC, modestement, à travers avec le ministère de la Santé, modestement avec l'Assemblée nationale, modestement avec le gouvernement à l'entier, modestement avec la Cour constitutionnelle, pour que nous puissions faire la ratification de la convention de Médicrime. Cette convention-là, c'est la convention au monde qui s'occupe de criminaliser, je répète, qui s'occupe de criminaliser le trafic de faux médicaments. Et n'oubliez pas que dans ce pays au Bénin, le président Jacques Chirac, en 2009, est arrivé ici pour lancer l'appel de Cotonou contre le trafic des faux médicaments. Et de ce point de vue, nous travaillons là-dessus. Je voudrais donc apaiser les uns et les autres que ce trafic de faux médicaments-là est nuisible pour le Bénin. Regardez dans le CNHU, dans même des structures privées, à Parakou, à Abomey, vous trouverez beaucoup de cas d'insuffisants rénaux. C'est-à-dire des gens qui, pour une raison ou une autre, ont les reins bloqués parce qu'ils ont pris leur propre argent pour aller acheter des médicaments soi-disant moins chers, alors qu'ils ont pris leur argent pour acheter à la mort. Il y a beaucoup qui sont décédés déjà en utilisant ces produits. Et donc, un gouvernement responsable, les autorités d'un pays ne peuvent pas tolérer à ce que les faux médicaments continuent de circuler. Et mieux, l'Organisation mondiale des douanes s'est occupée de ce dossier-là. Et dans beaucoup de pays, en dehors du Bénin, on lutte toujours contre ces faux médicaments-là. Allez regarder un peu. La dernière fois, on en a pris au Sénégal. On en a pris au Togo. On en a pris au Ghana.
on en a pris en Côte d'Ivoire, on en a pris au Gabon. Ne croyez pas que la lutte contre les faux médicaments est une affaire du Bénin. Non, c'est une affaire... Ce n'est pas une affaire politique. Ce n'est pas une affaire politique. Écoutez, si on dit que c'est une affaire politique, vraiment, moi je ne comprends rien. Je vous dis, le FONAC s'occupe de ça depuis 2014. Pourquoi on va parler d'affaires politiques? Et vous n'aviez jamais su que les grossistes dont on parle aujourd'hui étaient concernés par cette affaire? Nous n'avons, au niveau du FONAC, trouvé aucun grossiste qui s'occupe de faire le trafic de faux médicaments. Puisque, par définition, le médicament est un poison. Et nous savons que on ne met les médicaments dans les mains que de quelqu'un qui est préparé pour, à savoir, pharmacien. Et nous savons également que les grossistes ont l'obligation de passer leurs commandes au niveau des firmes pharmaceutiques qui produisent les médicaments. Et nous savons également que ces grossistes, pour qu'ils puissent enlever leurs conteneurs, ont l'obligation de demander une autorisation à la direction des pharmacies et des médicaments pour pouvoir enlever leurs conteneurs. Ça là, nous le savons. Le travail que nous faisons ne nous permet pas de dire aujourd'hui que des grossistes, je le répète, apporter les preuves de ce que nous disons. Et là également, le dossier est devant un tribunal. Et c'est vous qui avez sorti le dossier CNCB aussi? Non, le dossier CNCB, ce n'est pas nous qui l'avons sorti. Nous connaissons le dossier CNCB. Mais il existe. Il existe depuis longtemps de toute façon. J'en ai parlé le 4 mars dernier sur une autre chaîne. Vous dites que je ne sais pas. Un rupturien serait concerné. C'est difficile de dire qui est rupturé, qui n'est pas rupturé. Nous, au FONAC ou à l'autorité nationale de lutte contre la corruption, nous ne qualifions personne de droite ou de gauche, de centre ou de demi, ou d'en haut ou de bas. Non. Pour nous, si vous voulez, le dossier de CNCB est un dossier qui perdure depuis des années. Pour nous, au FONAC, pour nous, à l'ancienne observatoire de lutte contre la corruption, nous sommes déjà allés dans la maison à plusieurs reprises pour faire des investigations. Les résultats ne sont pas bons. Disons-nous la vérité. Il y a eu trop, et je pèse bien mes mots, de dysfonctionnement au niveau du CNCB, à tous les niveaux, directeurs généraux, directeurs et autres chefs de service. Alors, nous allons ouvrir l'antenne aux amis auditrices avec toutes nos excuses. 21 33 52 25 95 KPFM. Monsieur Jean-Baptiste Elias, nous allons vous inviter à mettre votre casque pour pouvoir enregistrer les préoccupations de nos amis qui sont là depuis à nous bousculer. Auditeurs amis, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Veuillez vous présenter et aller à vos préoccupations. Je vous appelle de Cotonou. Monsieur Nyohosu, nous vous écoutons. Oui, je salue votre invité. Et ma première question, je l'avais interpellée sur une autre chaîne de la part où je l'appelle de Rabi. Parce que dans ce pays, on ne peut pas faire une opération sans qu'on ne peut pas connaître le montant de réalisation de ce Rabi. On doit le savoir. En même temps, au temps de la rupture. Mais deuxième question, c'est au niveau de la justice, ce qui me touche, c'est le fonctionnement de la justice. Et notre justice, j'étais au côté du paquet qui instruit et peut envoyer les gens en prison sans jugement. Parce que ça arrive de façon provisoire pour raison d'enquête. Et les gens restent en prison qui a estimé des mois, qui des années sans jugement. Et c'est ça qui fait faire aux deux personnes pour se présenter à la vie. Parce que les gens, on va les citer. Et c'est par là que les gouvernants passent pour pouvoir attraper les opposants qui sont trouvés en plutôt de pouvoir les prison. Même si les deux pour après on peut dire la maison pour plutôt dans la police que les deux. C'est ça qui est comment on peut corriger ça dans notre pays pour que tout le monde puisse se présenter à la justice facilement sans. Merci. Merci à vous, Sébastien Nyohosu. Un autre intervenant en ligne déjà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Veuillez vous présenter et nous vous écoutons. Monsieur Ashiro Aruna, allez-y. Merci.
de la NLC. Merci à vous, monsieur Achirou Aruna. Un autre intervenant en ligne déjà, bonsoir. Veuillez vous présenter. Ah, mais je ne le savais pas. Je viens de vous découvrir. Monsieur Adeyemi. Allez-y, on vous écoute, Marcel Adeyemi. Oui. Ministère de quoi? Ministère des Affaires sociales. Moi, maintenant, je suis une personne handicapée. Bon, j'ai mon travail, je suis un agro-pastoral. J'ai eu une formation en université agro. Marcel Adeyemi, on vous a compris. On doit aller voir ce qui se passe au niveau de ce ministère. D'accord. Merci à vous, monsieur Adeyemi. Un dernier intervenant, auditeur, allez, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter. Raoul Moussou. Allez-y rapidement, nous sommes tenus par le temps, Raoul Moussou. Est-ce que le gouvernement ne se substitue pas au pouvoir judiciaire? Est-ce que le FONAC n'est pas utile dans la gestion des affaires? Puisque la justice est là et elle est indépendante. Et le dossier de PAG n'est pas que d'après M. Jean-Baptiste Elias. Est-ce que Jean-Baptiste Elias ne se prend pas pour un juge? Ce n'est pas normal à mon avis. Mais écoutez, est-ce que nous ne perdons pas le temps au délai en utilisant des structures intermédiaires comme le FONAC? Non. Est-ce que les auxiliaires de justice FONAC n'est pas l'auxiliaire de justice? Nous ne travaillons pas pour la justice. Et pour terminer, M. Jean-Baptiste Elias, quelle est votre appréciation sur la décision de M. Kane? C'est déjà dit. Merci. Et monsieur Raoul Moussou, nous vous avons entendu. Vous avez fini de dire ce que vous devriez dire. Monsieur Jean-Baptiste Elias, nous sommes tenus par le temps. On a encore 3 minutes pour finir cette émission. Allez. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est la preuve que je parle contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Puisque le premier intervenant m'a interpellé effectivement sur Ravib. Et je lui confirme que le dimanche dernier seulement, il y a moins de 6 jours, j'ai été moi-même me faire enrôler sur Ravib. Et j'ai posé des questions entrant dans le cadre de ce qu'il m'avait posé comme élément le jour-là. Donc j'instruis, n'est-ce pas, les éléments nécessaires pour qu'au moment opportun, j'apporte la réponse, clarification nécessaire à tout ce qu'il a demandé. Le deuxième intervenant parle de justice, fonctionnement, prison. Mais nous entendons tous. Je répète à nouveau, ce sont les juges qui apprécient qu'il faut oui ou non mettre en prison ou ne pas mettre en prison. Je répète à nouveau que la prison est l'exception. C'est la liberté qui est la règle. Maintenant, si les juges estiment qu'il faut mettre les gens en prison, nous, pauvres citoyens, n'y pourrons rien. Il n'y a que seulement à souhaiter que l'on puisse appliquer la règle qui est la liberté et que l'exception soit, n'est-ce pas, la prison. On nous demande s'il y a efficacité du FONAC et qu'est-ce que nous pensons. Ce n'est pas sûr que vous puissiez répondre à cette question parce que vous allez livrer votre secret. Non, qu'est-ce qui fait l'efficacité du FONAC? Je ne vais pas livrer le secret. De toute façon, ils savent bien que nous sommes efficaces puisque nous essayons quand même de percer un certain nombre beaucoup de choses que nous portons soit à la connaissance du public, soit à la connaissance de la justice. Donc c'est fait. Le syndicat fait du chaos. Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Ce n'est pas à nous d'apprécier. Ce qu'on peut faire, c'est le dialogue. Il faudrait que les autorités de ce pays écoutent les syndicats, que les syndicats aussi écoutent les autorités, parce que le problème qui se pose ne date pas d'aujourd'hui. Et de ce point de vue, il faudrait que le dialogue social puisse se faire et se faire dans de bonnes conditions pour que les choses avancent. Enfin, le dernier intervenant qui a parlé, non, l'avant-dernier qui a parlé des affaires sociales,
et qu'ils ont des droits et bon, on les n'arrive pas personnes à le faire. handicapées. Oui, alors mais j'aurais souhaité qu'il soit précis parce que mais ce qu'il insinue par là, c'est comme si il y a des droits des personnes handicapées qui sont avalés par d'autres structures. Il faut bien qu'ils nous disent de quoi il s'agit pour qu'on sache, parce qu'au niveau des personnes, au niveau des affaires sociales, il y a beaucoup de domaines et beaucoup de pistes sur lesquelles on peut travailler, mais on verra ce qu'on peut faire. Le dernier. Le dernier parle de PPA2. Non, moi je ne suis pas, Vous êtes des auxiliaires. Je ne suis pas juge, mais je comprends bien celui qui parle, puisqu'il sait de quoi il parle, et tout le monde a compris pourquoi il parle comme ça. Je répète à nouveau, moi j'ai rencontré le juge. Justement, c'est ça, je ne parle pas en l'air. J'ai rencontré le juge pour demander, mais au fond, monsieur le juge, j'ai appris que, nous avons appris que, de quoi s'agit-il? Et il a expliqué ce que le commun des mortels ne connaît pas. Il faut voir le contenu du jugement qui est dit avant de savoir ce qu'il faut dire. Moi, je ne parle jamais en preuve. Ce que je dis là, si l'auditeur qui vient de parler veut les preuves, eh bien, qu'il se rapproche de nous, on lui donnera les preuves. C'est tout ce que je peux dire. Il me demande ce que je parle de la gestion du président Talon. On en a dialoguement parlé de ça. S'il a suivi l'émission dès le début, il comprendra. On n'a plus par le temps. Votre mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est que je voudrais demander au peuple béninois de savoir que la lutte contre la corruption s'inscrit dans la durée. Et que nous ne pouvons pas être dans cette lutte et croire que tout va se régler en 1 mois, 2 mois, 1 an. C'est pas vrai. C'est petit à petit que nous allons comprendre la nécessité pour nous-mêmes les citoyens de résister au cas de corruption et de faire en sorte que notre pays puisse avoir les moyens nécessaires de travailler pour que les dirigeants puissent avoir les moyens de faire de bons programmes de développement durable pour notre nation. Mais il faut toujours défoncer les portes de la corruption d'une manière ou d'une autre. Merci à vous, monsieur Jean-Baptiste Elias, d'être passé sur cette émission Questions actuelles dont la mise en onde a été assurée par Serge Yvon Kenra. Réalisation et animation, Lucien Doussou. Notre guide intellectuel, Jérôme Carlos, est resté dans son coin pour nous accompagner jusqu'au bout. Chabel Zinsou, c'est lui qui a assuré le nettoyage de cette émission sur notre page Facebook Questions actuelles en nouvelle diffusion dimanche à 7h55. On vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro. Bonne nuit à toutes et à tous et à vendredi. Bye bye.